Bonjour, chers amis de Lorraine Enragée, une émission sur la géopolitique. Eh bien, la voilà. La première qui aura lieu, elle va traiter, bien entendu, de l'actualité la plus brûlante, c'est-à-dire le conflit qui vient d'éclater dans le Caucase entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On avait beaucoup parlé du Donbass. Le Donbass est effectivement un secteur qu'on est en train d'oublier, qui n'en demeure pas moins une zone de turbulence très dangereuse et très significative dans ce qui est en train d'émerger aujourd'hui et dont on ne parle pas. C'est qu'il y a un front qui s'étend désormais de l'Arctique à l'océan Indien, avec toute une série de zones de turbulence plus ou moins violentes, où la plus violente aujourd'hui est celle du Nagorno-Karabakh, bien entendu. Et nous allons passer en revue tous les secteurs, du moins de manière tout de même assez superficielle au départ, tous les secteurs qui sont en train de devenir des zones chaudes, des zones conflictuelles chaudes. C'est un bordel. D'abord, il y a l'Arctique, l'océan Arctique. La fonte des glaces fait en sorte que la route de l'Arctique, la route maritime de l'Arctique, sera rendue bientôt possible le long des côtes de la Sibérie du Nord, permettant de joindre l'Europe au Japon et à la Chine par une voie beaucoup plus courte que celle qui passe habituellement par Suez ou qui contourne l'Afrique. Il n'y a pas encore de conflit, mais il y a une conflictualité qui se dessine à partir de l'Arctique. On ne sait pas encore quelle proportion ni quelle forme ce conflit va prendre, mais il est certain que dans la décennie à venir, s'instaurera là-bas aussi une zone de turbulence. Ensuite, deuxième région importante, c'est celle de la Baltique. Vous aurez constaté, vous aurez entendu régulièrement que des manœuvres de l'OTAN ont lieu dans les pays baltes où des troupes venues d'Espagne, de France, de Belgique, de Hollande, de Pologne, etc. effectuent avec les Américains des manœuvres de l'OTAN dans les pays baltes. Ça se déroule en permanence depuis plusieurs années. Quel est l'objectif effectivement de la stratégie américaine, de la stratégie anglo-saxonne dans cette mer intérieure européenne, dans cette mer Baltique? Eh bien, il s'agit de contrôler les côtes de la Baltique, qui sont les plus éloignées du large, les plus éloignées de l'Atlantique. C'était déjà le cas, effectivement, dans les siècles passés, et dans l'épopée des corps francs immédiatement après la Première Guerre mondiale. L'objectif est effectivement de contenir la Russie à l'est de la Baltique, de ne pas permettre qu'elle contrôle les côtes des pays baltes. La Russie s'était taillé une fenêtre dans la Baltique depuis le règne du tsar Pierre le Grand au début du XVIIIe siècle, suite à la guerre qui avait opposé l'Empire de Russie au royaume de Suède. Donc, quand je dis que c'était déjà le cas à l'époque des corps francs, immédiatement après la Première Guerre mondiale, au moment de la révolution bolchevique, eh bien, Salomon l'évoque lui-même dans ses mémoires. Ernst von Salomon l'évoque lui-même dans ses mémoires. Il a dit: nous avons travaillé pour les Britanniques. L'action des corps francs a finalement bénéficié aux Britanniques, car la grande puissance continentale, la puissance définie par les géopolitologues anglo-saxons comme la grande puissance continentale, comme le Heartland, la région pivot de l'histoire mondiale, est contenue loin des mers chaudes. Elle n'a qu'un accès réduit. La Russie, après l'épopée des corps francs dans les pays baltes, n'a plus qu'un accès réduit aux rives de la Baltique, si ce n'est au fond du golfe de Finlande, où elle maintient une base, mais c'est une fenêtre étroite et qui est facilement bloquable, comme on peut l'imaginer, en ne jetant qu'un simple regard sur une carte de géographie.
Donc cette stratégie d'occupation des fonds de mers intérieures, par exemple les côtes les plus éloignées à l'intérieur des mers intérieures, est une stratégie avérée. Regardez sur n'importe quelle carte, le Koweït est britannique ou est sous influence britannique depuis 1910 au fond du Golfe Persique, et les guerres contre l'Irak avait pour but, du moins en 1990, de sauver l'indépendance du royaume de Koweït. La Géorgie en mer Noire maintenant est sollicitée depuis presque 2 bonnes décennies à adhérer à l'OTAN de façon à ce que l'OTAN puisse contrôler le fond, la partie la plus orientale de la mer Noire. C'est le cas évidemment, et ça c'est un cas d'école, c'est le cas le plus manifeste, c'est le cas d'Israël, qui occupe une bande territoriale au fond du bassin oriental de la Méditerranée. C'est une stratégie, la stratégie de contrôler ou d'avoir un poste au fond des mers intérieures est aussi évidente que d'avoir des goulots d'étranglement, de contrôler les goulots d'étranglement comme Gibraltar, Singapour ou Aden. Donc voilà ce qui se passe en mer Baltique, mais ce n'est peut-être pas le plus important. Le conflit qui survient aujourd'hui dans la mer Baltique, c'est simplement celui du Nord Stream 2, le gazoduc germano-russe qui devait apporter de l'énergie à la machine industrielle allemande, est entièrement saboté. Donc les firmes qui participent à la réalisation et à la construction de ce gazoduc sont menacées d'être ruinées, d'avoir leurs avoirs gelés aux États-Unis, de manière à ce qu'aucune coopération sur le plan énergétique ne puisse avoir lieu entre l'Allemagne et la Russie. Ce gazoduc devait être opérationnel à la fin de l'année 2020, à la fin de cette année-ci. L'industrie allemande y était en faveur. L'ancien chancelier Gerhard Schröder présidait la commission la commission et la commission de coordination des travaux pour ce gazoduc, et certains opposants à Merkel dans le parti de Merkel elle-même, comme Willy Wimmer, ne cessent de prendre la plume pour défendre ce projet. Et là, de nouveau, nous arrivons à la case départ, c'est-à-dire que nous avons une répétition de la situation qui existait immédiatement après la Première Guerre mondiale, au temps de Rathenau. Rathenau s'occupe des affaires économiques du Reich vaincu en 1918. Il a une politique énergétique. Il vise à chercher son énergie et son pétrole dans le Caucase soviétique. Il crée un réseau de stations-service alimentées de pétrole caucasien dans toute l'Allemagne, car évidemment, il faut le savoir, la faiblesse de l'Europe, la faiblesse de l'Allemagne en particulier, c'est qu'elle n'a ni autarcie énergétique, ni autarcie alimentaire, et que toute politique intelligente, toute politique qui ne vise pas à maximiser l'autarcie énergétique, à maximiser l'autarcie alimentaire de notre continent ou même de nos pays respectifs, chacun au niveau national, est une politique qui est toute politique qui ne vise pas ça est une politique aberrante. Alors la troisième zone de turbulence dont il faut parler, c'est bien entendu la Biélorussie, qui a fait la chronique internationale de politique internationale au cours du mois d'août en particulier. Il s'agissait là de déstabiliser le territoire central, le territoire continental, le territoire enclavé qui n'avait aucune fenêtre sur la mer, sur une ligne de front qui part de la Baltique à la mer Noire. Il faut savoir que cet axe est très important. L'axe Baltique-mer Noire, il est important pour beaucoup de pays européens, il est important pour tous les pays d'Europe centrale et orientale, il est important pour la Russie. Et il s'agit ici de créer une zone de turbulence sur le continent. Jusqu'à présent, la manœuvre n'a pas réussi, elle a plutôt raté. Loukachenko tient le coup. Pour combien de temps, on ne le sait pas.
il a fait évidemment face à une opposition assez hétéroclite. Bien sûr, cette déstabilisation, cette tentative de déstabilisation a pu se faire tout simplement parce que les rapports entre la Russie et la Biélorussie étaient mitigés ou avaient été mitigés avant la tentative de révolution orange qui a secoué le pays brièvement. Il faut le dire, ce n'est pas la même situation que celle qui a secoué l'Ukraine à 2 reprises au cours de ces 20 dernières années, mais les rapports s'étaient tendus entre la Biélorussie et la Russie, tout simplement parce que les Américains avaient promis de livrer du gaz de schiste à un prix défiant toute concurrence à la Biélorussie, à condition qu'elle limite sa dépendance par rapport à l'énergie russe. Donc, nous avons évidemment un jeu qui est semblable à celui de l'Arménie, et j'y reviendrai. C'est vrai qu'il y a eu une tentative avec le nouveau gouvernement arménien depuis quelques années. Il y a eu une tentative de rapprochement avec l'OTAN, mais la situation actuelle fait que ce rapprochement sera bien sûr un échec et que l'Arménie n'a pas d'autre solution aujourd'hui pour recevoir des armes, notamment pour faire face à l'Azerbaïdjan. Elle n'a pas d'autre solution que de demander des armes russes, bien entendu. Alors, le quatrième point, la quatrième zone de turbulence, elle est bien connue, c'est celle du Donbass et de la Crimée, c'est celle qui rend l'ensemble de la mer Noire dangereux. Donc la Crimée, évidemment, est importante. La conquête de la Crimée par la Russie, la conquête de la Crimée sur l'Empire ottoman permettait à la Russie d'avoir la clé d'accès à la mer Noire. C'est la clé d'accès à la mer Noire, c'est la partie la principale de la mer Noire, et cela depuis la plus haute antiquité. Effectivement, la Crimée fait en quelque sorte l'interface entre l'espace des steppes, qui part de l'Ukraine pour s'enfoncer jusqu'au cœur du continent asiatique, et l'espace des fleuves russes, le Dniepr, le Don, qui avance très profondément à l'intérieur des terres qui sont par-dessus le marché très fertiles et permettent une autarcie alimentaire, ou permettent une indépendance ou une roue de secours alimentaire très importante. L'espace de la mer Noire, et bien sûr l'espace de la mer Noire est lié à l'Égée, est lié au bassin oriental de la Méditerranée. La Crimée a toujours été liée à l'espace de la civilisation hellénique, de la civilisation grecque. Donc, on voulait faire de la Crimée, à l'époque de sa conquête par les armées russes de Catherine II, on voulait en faire un projet européen, à une époque où une espèce de zone eurasiatique avant la lettre existait, par l'alliance de facto entre la France, l'Autriche-Hongrie et la Russie à cette époque-là. Le prince de Ligne, mon compatriote en quelque sorte, mais qui était feldmarschall autrichien, a accompagné d'ailleurs Potemkin et Catherine II lors des opérations qui ont permis la conquête de la Russie. Il était attaché militaire autrichien. La nécessité politique pour la Russie, c'est une nécessité politique de contrôler cette partie qui fut ukrainienne jusqu'à l'annexion récente par Poutine de cette Crimée contestée entre les deux puissances slaves nées de la dislocation de l'Union soviétique. C'est une nécessité politique, une nécessité maritime et une nécessité navale, donc puisque l'enjeu évidemment principal de la Crimée était les bases navales russes qui s'y trouvaient. Mais à côté de la Crimée, nous avons une mer quasi intérieure, c'est-à-dire la mer d'Azov, séparée par l'isthme de Kertch, sur lequel Poutine a fait construire un immense pont pour lier la Crimée au reste de la Russie et principalement à la région dite du Kouban qui lui fait face sur les terres qui sont devant le Caucase. Pourquoi la mer d'Azov est-elle extrêmement importante ? La mer d'Azov
est aussi l'enjeu du conflit larvé entre les indépendantistes russophones du Donbass et le nouvel État ukrainien qui s'est aligné sur l'OTAN, c'est que le Don se jette dans la mer d'Azov. Le Don est relié à la Volga par un ouvrage qui date de l'époque soviétique, de l'époque communiste. Le Don est relié à la Volga par le canal Lénine. Donc, s'il est relié à la Volga, il est relié à la Caspienne, ce qui mène immédiatement à l'espace iranien qui est riche en pétrole. Donc, la Volga est elle aussi liée à l'Arctique, à la mer Blanche plus exactement, par un réseau de fleuves et de canaux russes, comme le canal qui rejoint la Moskova, le fleuve qui passe à Moscou, au reste de la Volga. Ensuite, toute une série de canaux qui vont vers le lac Ladoga, où se trouve Saint-Pétersbourg, et de Saint-Pétersbourg, il y a un réseau de canaux, également réalisé d'une main de fer à l'époque soviétique. Donc on voit que sur le Donbass, le nœud de communication fluviale qui est très important pour la Russie. Pierre le Grand crée la Russie en créant les premiers réseaux de canaux, en gérant la navigation fluviale. Pour ces pays-là, c'est extrêmement important. Nous voyons que dans le Donbass, la région permet l'accès à l'Arctique, permet l'accès à la Caspienne, permet l'accès à l'espace iranien, et par les chemins de fer iraniens et les projets de canaux à l'intérieur même de l'Iran, va rejoindre l'océan Indien. Qui est effectivement la zone océanique que les Britanniques ont toujours voulu conserver pour eux, en excluant bien entendu la Russie. C'est ce que les anglo-saxons appellent le Great Game. Donc le Donbass est crucial sur cette ligne de front qui part de la mer Blanche à l'océan Indien, parce que justement il est irrigué par le Don et que le Don donne l'accès à la Volga, à la mer Caspienne et à la mer Blanche. Ensuite, cinquième zone de turbulence que nous allons discuter aujourd'hui, c'est celle du Caucase. Déjà, nous avions eu en 2008 le conflit avec la Géorgie, l'Ossétie et l'Abkhazie, deux régions qui s'étaient déclarées pro-russes et sécessionnistes par rapport à une Géorgie qui lorgnait vers l'OTAN. Mais maintenant, de manière inattendue, nous avons la réémergence d'un conflit qui était gelé jusqu'ici, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le voilà qui s'est ravivé de manière très violente au cours de ce mois de septembre 2020. Pourquoi s'est-il réanimé? Eh bien justement parce qu'il était question d'organiser entre l'Inde, l'Iran et la Russie, le fameux North-South Corridor, ou le corridor Nord-Sud. Et ce corridor Nord-Sud, ce corridor commercial aussi important que les routes de la soie chinoise, se mettait en place. Donc on partait de l'Inde pour aller vers un port iranien, pour utiliser le chemin de fer iranien et éventuellement le canal que les Iraniens et les Russes projettent conjointement de créer pour relier la Caspienne à l'océan Indien. Donc, afin d'éviter le détroit d'Ormuz qui peut facilement être coupé par les alliés des États-Unis. Donc, de là, on partait vers la Caspienne. Et là, il faut quand même se rappeler que c'est la maîtrise de cet axe par les anglo-saxons et les soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale qui a donné la victoire au camp allié, au camp occidentalo-soviétique, puisqu'il faut bien l'appeler comme ça. Donc, nous allons y revenir, mais justement, là, le corridor nord-sud indo-irano-russe passait par le territoire azéri.
parce que l'Azerbaïdjan, contrairement à l'Arménie, a une frontière commune avec la Russie. Alors ici, on ne comprend pas très bien pourquoi l'Azerbaïdjan a déclenché ce conflit, a ravivé ce conflit, alors que tout le monde avait intérêt, aussi bien les Arméniens forcément, puisqu'ils avaient gagné la première manche, que les Azéris avaient tout intérêt à ce que ce corridor puisse fonctionner économiquement sans le moindre heurt. Bon, alors, a-t-on utilisé par ailleurs les dirigeants arméniens qui sont arrivés au pouvoir par une révolution orange il y a quelques années pour forcer la Russie à jouer la carte de la solidarité pan-orthodoxe et d'être entraîné dans un conflit qui n'a pas de solution. Ici, ce conflit n'a pas de solution. Tous les observateurs internationaux sont d'accord pour le dire. Il n'y a pas de solution. Et ce conflit risque d'être de longue durée, donc de perturber et de bloquer ce corridor nord-sud qui est extrêmement important pour que l'on ait une sorte de route de la soie, ou c'est pas exactement une route de la soie, mais qu'on ait un système de communication qui ne soit pas entièrement dominé par les Chinois. Donc, il s'agit de bloquer cette synergie. Seuls les États-Unis actuellement ont intérêt à le faire, de bloquer cette synergie qui, je le rappelle, je l'ai déjà évoqué, qui a donné la victoire au camp occidentalo-soviétique en 1945. En effet, on voit que la ligne arctique, océan Indien, a été maintenue intacte pendant tout le conflit. Donc les munitions, le matériel américain arrivait par le nord, par Mourmansk et par Arkhangelsk en Union soviétique pour alimenter l'armée soviétique qui était évidemment le fer de lance du camp occidentalo-soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est eux qui ont donné le plus de coups à la Wehrmacht allemande. La ligne arctique-océan Indien a donc été maintenue intacte pendant tout le conflit et a alimenté la machine de guerre soviétique. Où les soviétiques, paradoxalement, jouaient ce que Ernst von Ravenklow, un observateur allemand, un géopoliticien plus ou moins national-bolchevique, qui était pour une alliance avec la France et l'Union soviétique. Ses écrits en politique internationale sont très intéressants, ils n'ont pas été relus et mériteraient d'être relus. Il appelait ça le Continentaler Haudegen, c'est-à-dire le spadassin continental de la puissance anglaise, qui elle jouait toujours le second sur le continent contre la principale puissance. Donc ici, la principale puissance désignée comme telle et considérée comme ennemie était à cette époque-là l'Allemagne, comme c'était jadis Napoléon, et Ravenklow parle beaucoup de l'épopée ou de l'époque napoléonienne. Et bien là, on a joué la Prusse, ou on a même joué la Russie avant qu'elle ne change d'alliance contre Napoléon, comme on va jouer la Russie contre Guillaume II et l'Union soviétique contre le Troisième Reich. Donc, alors que la stratégie d'utiliser d'autres puissances, cette stratégie avait été russophobe dans une certaine mesure, mais que vont faire les soviétiques à cette époque-là? Quel va être leur atout? C'est que exactement dans la zone caspienne, également, dans la zone caspienne, nous avons la Volga qui se jette et alimente la mer Caspienne, qui est en quelque sorte un immense lac, presque un petit peu plus grand que le territoire de l'Allemagne réunifiée aujourd'hui. Il y a un deuxième fleuve qui se jette dans cette mer Caspienne, c'est le fleuve Oural. Et sur le fleuve Oural, les plans quinquennaux soviétiques qui étaient étudiés en détail par les nationaux révolutionnaires allemands qui étaient en faveur d'une alliance germano-russo-chinoise à l'époque,
qui voulait concilier un nationalisme allemand qui n'existait pas encore dans les années 20, le nationalisme soviétique stalinien et les Chinois de Chiang Kai-shek, non pas les communistes de Chiang Kai-shek, mais leur objectif était déjà de créer cet espace eurasien. Ils étudiaient le plan quinquennal pour une raison qui était très simple. C'était que sur l'Oural, sur le cours du fleuve Oural, les soviétiques créaient un système qu'on appelait le combinat sidérurgique de Magnitogorsk. Magnitogorsk a été une ville entièrement créée par les plans quinquennaux de Staline, parce que là, effectivement, dans cette zone-là, l'industrie sidérurgique soviétique était à l'abri des raids aériens. À l'époque, les avions n'avaient pas un rayon d'action aussi puissant qu'ils l'ont aujourd'hui. Et il ne risquait pas, dans le triangle de Magnitogorsk, d'être attaqué par la Luftwaffe allemande ou par les sous-marins de la Kriegsmarine, de même que toutes les denrées, tout le matériel qui venait des usines installées en Inde et qui passait par le chemin de fer transiranien vers la Caspienne, la Volga, vers le front de Stalingrad, etc., étaient bien sûr à l'abri des sous-marins allemands. Donc Magnitogorsk sera le combinat sidérurgique principal de l'Union soviétique. C'est là que les usines de chars et de munitions vont tourner à plein rendement, hors d'atteinte de l'aviation allemande. Or, ce qui est intéressant de voir, c'est que Magnitogorsk a été créé par la brigade Mai. Et qu'est-ce que la brigade Mai? C'est une brigade d'architectes et d'ingénieurs qui sont dirigés par un ingénieur allemand, Ernst May, qui est issu d'une école d'architecture ça va s'appeler le Deutscher Werkbund, qui va créer des usines d'un style assez remarquable, d'une assez grande beauté, du moins pour ce qui concerne les usines ou les bâtiments administratifs. Pour ce qui concerne l'habitat, je serai plus sceptique. Donc Ernst May va créer 20 villes en Union soviétique, dont la principale est Magnitogorsk. Il faut voir les photos. Si vous avez l'occasion, regardez sur Google les photos de Magnitogorsk encore aujourd'hui, vous verrez une architecture assez étonnante. Donc en 1933, ce projet qui était un projet de la République de Weimar en même temps que l'Union soviétique, à une époque où il y avait une alliance de facto. Cette alliance est ruinée en 1933 et May part en exil au Kenya, où il sera par les Anglais accusé d'espionnage et interné en Afrique du Sud. Il reviendra en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale et il va participer à la reconstruction de son pays, notamment dans les villes de Hambourg et de Mayence. Donc ça, c'est une page d'histoire culturelle, une page d'histoire de l'architecture qu'il est bon de méditer à l'heure actuelle. Ensuite, la Seconde Guerre mondiale se décide, comme je l'ai dit, sur cet axe qui part de l'Inde à l'époque britannique, de l'Iran occupé, mais la décision est prise à partir de 1941, l'axe est foutu. Il est foutu parce que les armées sud-africaines s'emparent de Madagascar qui est tenue par Vichy. Il y a la reconquête de l'Éthiopie face aux Italiens, ce qui implique la maîtrise de la Corne de l'Afrique. Il y a la conquête du Liban et de la Syrie également sur les troupes de Vichy. Il y a la conquête de l'Irak qui avait les velléités
de passer dans le camp de l'Axe suite à un coup de force de Rachid Ali, et il y avait la conquête de l'Iran par les Soviétiques et les Britanniques, forçant le Shah à s'exiler, où on le laissera mourir d'un cancer dans un hôpital en Afrique du Sud ou aux Seychelles. Je ne sais pas, il y a des sources qui disent que c'est aux Seychelles, d'autres disent que c'est en Afrique du Sud. Le Shah part en exil, c'est son fils qui reprend théoriquement le pouvoir. Il y a donc eu viol de la neutralité iranienne. Ensuite, revenons à l'actualité. Que se passe-t-il? Nous avons deux camps qui se dessinent. La Turquie, l'Ukraine, la Géorgie, Israël se rangent du côté de l'Azerbaïdjan dans le conflit du Caucase actuel, tandis que l'Iran, l'Arménie et la Grèce se forment un autre camp, et la Russie tente non pas de jeter de l'huile sur le feu, mais d'apaiser la situation, car effectivement l'émergence du corridor nord-sud est un impératif absolu. Ce fut un impératif pour la survie de l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui c'est un impératif, une alternative intéressante au projet chinois et évidemment à la narration, l'organisation du monde par le camp atlantiste. Ensuite, sixième zone de turbulence, c'est là, je devrais presque même pas en parler, c'est la Syrie. Mais pourquoi? Parce que la Syrie allait être traversée par des oléoducs ou des gazoducs qui amenaient le pétrole iranien sur les rives de la mer Méditerranée. Et là, il faut dire que les États-Unis se considèrent comme une nouvelle Rome, une Rome qui veut empêcher l'Iran ou la Perse à l'époque, l'Empire perse, d'avoir accès à la côte orientale de la Méditerranée. C'est une dynamique qui a toujours eu lieu dans cet espace entre le golfe Persique et le bassin oriental de la Méditerranée, et c'est une réalité historique et géopolitique qui est plus vraie que jamais, car il faut évidemment empêcher une puissance iranienne, que ce soit celle du Shah dans le temps, parce qu'on se méfiait du Shah, ou que ce soit celle de la République islamique d'Iran. Il ne faut pas d'accès à la Méditerranée orientale, parce que c'est un accès à Suez, c'est un accès à la mer, et c'est un accès à la mer Rouge. La grande stratégie romaine, qui sera aussi celle de Byzance après, et ensuite de l'Empire ottoman après le passage à l'islam, c'est une stratégie qui a été mise en exergue par l'historien et le stratégiste américain Edward Luttwak, dont l'œuvre serait habilitée et à présenter ici aussi un jour. C'est un classique de la pensée politique, de la pensée historique et de la pensée géopolitique qui mérite certainement toute notre attention. Les États-Unis ont donc repris à leur compte une stratégie romaine en s'alliant à la Turquie dès les années 50 et en faisant d'Israël une judaïté hérodienne. Donc, ce qui fait le propre d'Israël, contrairement à toutes les polémiques qui agitent le monde politique, surtout dans ses marges de gauche et de droite, c'est de définir, comme le faisait d'ailleurs l'historien britannique Arnold Toynbee, de définir Israël comme une judaïté hérodienne, alors que les modèles du sionisme militant, à l'époque, dans les années 30, quand le sionisme le plus rabique s'opposait à la présence britannique en Palestine, le sionisme militant cherchait plutôt des modèles chez les zélotes qui s'opposaient à la politique hérodienne, et une politique hérodienne, c'est une politique juive favorable à l'Empire romain, une politique de collaboration avec l'Empire romain. Or, les sionistes cherchaient des modèles chez les zélotes. Les zélotes étaient ceux qui s'opposaient à toute collaboration avec l'Empire romain, et les zélotes finiront tragiquement, comme on le sait, dans le siège de la forteresse de Masada, là où les officiers israéliens, paradoxalement, vont prêter serment de fidélité à leur armée, à Tsahal.
Alors, dans ce contexte, dans le contexte de la Syrie, il y a aussi évidemment lieu de parler de la Turquie, qui a été lésée. Il faut avouer que la Turquie a été lésée en 1919-1920 lors du traité de Sèvres où on l'a balkanisé, où on l'a fractionné en diverses entités, où la Grèce se taillait une province autour de la ville de Smyrne, que les Turcs appellent Izmir. Atatürk va reconquérir entièrement l'espace qui est aujourd'hui turc et suite à cette série de victoires de l'armée turque de Mustafa Kemal Atatürk en 1923, il y a le traité de Lausanne. Alors bon, Atatürk gagne un territoire qui est celui de la Turquie actuelle, mais malgré tout, on ne lui donne pas d'énergie. Il y a deux facteurs que conteste Erdogan aujourd'hui, deux clauses du traité de Lausanne qu'il conteste aujourd'hui, c'est que il perd le pétrole de Mossoul et de Kirkouk qui est donné à l'Irak, donc que les Britanniques vont exploiter pendant l'entre-deux-guerres et que va contester Rachid Ali. Et ils vont avoir des eaux territoriales extrêmement réduites par rapport au territoire ou à la masse territoriale qu'est la nouvelle Turquie née en 1923 suite au traité de Lausanne. Alors, d'où vient la frénésie d'Erdogan? Donc, Erdogan, quand il arrive au pouvoir au début des années 2000, 2003, 2004, il est flanqué d'un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Davutoglu, qui lui promet zéro conflit à nos frontières. Bon, maintenant, au bout d'une quinzaine d'années, que voit-on? C'est qu'il y a des conflits à toutes les frontières et que ce n'est pas zéro ennemi aux frontières, mais tous les voisins sont désormais des ennemis. Mais effectivement, une Turquie à l'époque d'Atatürk n'est pas aussi peuplée qu'à l'époque actuelle, à l'époque d'Erdogan. La Turquie a aujourd'hui 83 millions d'habitants. Il y a eu un développement économique avec des hauts et des bas, mais il y a des potentialités économiques qui ne peuvent se faire qui ne peuvent se réaliser sur le long terme que s'il y a une forme d'autarcie ou s'il y a la garantie d'avoir un approvisionnement énergétique relativement bon marché. Donc, il n'est plus possible d'être sans ressources énergétiques propre, avec un territoire surpeuplé de 83 millions d'habitants. Donc c'est ce qui explique toutes les initiatives turques en Syrie, où elles cherchent à s'emparer de quelques puits de pétrole dans le nord du pays, toutes les initiatives dans le Kurdistan irakien, puisque là se trouve effectivement ce qui a été arraché par les traités de Sèvres et de Lausanne, c'est-à-dire les puits de pétrole de Mossoul et de Kirkouk. Cela explique aussi le conflit pour les eaux territoriales en Grèce sans qu'il ne soit possible aux Européens de léser les Grecs qui font partie de l'Union européenne. Donc il n'est pas question de léser les Grecs ni les Cypriotes, mais pourquoi intervient-on dans les eaux pourquoi les Turcs interviennent-ils dans les eaux territoriales grecques? Tout simplement parce qu'ils veulent un corridor vers la Libye et vers les puits de pétrole de la Libye, de façon à pouvoir s'alimenter de manière optimale en énergie pour une Turquie qui doit nourrir et qui doit donner du travail à 83 millions d'habitants. Ensuite, il y a le soutien à l'Azerbaïdjan dans le conflit actuel. C'est aussi parce que l'Azerbaïdjan est un exportateur de pétrole assez important et où les Turcs vont jouer non pas la carte musulmane puisque les Azéris sont chiites et les Turcs sont sunnites, non pas la carte, donc ce n'est ni une carte sunnite ni une carte chiite qui va être jouée dans l'alliance turco-azérie, mais une carte panturquiste, ce qui est bizarre, puisque Erdogan, par ailleurs, a cassé les reins
à toutes les politiques pan-turquistes qui structuraient en quelque sorte l'armée turque à la suite de tout ce putsch réel ou imaginaire qui a secoué le pays en 2015. Donc ensuite, septième, et je vais conclure avec cela, parce que ça c'est un autre sujet, le septième théâtre de guerre est une guerre qui est atroce et oubliée. C'est celle qui frappe un pays arabe qui a une civilisation passée qui est très intéressante à observer, qui a une architecture formidable, c'est le Yémen. Or, cette guerre, le temps ne passe pas pour les peuples orientaux, le temps ne passe pas pour les peuples slaves. Chez nous, le temps passé n'existe plus puisque nous sommes véritablement marqués par un progressisme qui nous lave totalement le cerveau et fait de nous des sortes de pantins qui n'ont plus de mémoire. Depuis l'émergence de l'islam à la fin du 7e et au début du 8e siècle, le Yémen était déjà un poste avancé des Perses dans la péninsule arabique. C'est la raison pour laquelle les Saoudiens aujourd'hui veulent le contrôler et ont déclenché cette guerre abominable dans le sud de la péninsule arabique. Mais à quoi cela sert-il ? Cela sert bien sûr à s'assurer le contrôle, l'entrée de la mer Rouge, la porte vers l'océan Indien, la porte de la mer Rouge vers l'océan Indien, car évidemment, et là je termine, parce que c'est un autre sujet que je pourrais peut-être aborder ultérieurement, c'est l'océan Indien. L'océan Indien a été un lac britannique, puisque les Britanniques contrôlaient tout, de l'Afrique du Sud à l'Inde et de l'Inde à l'Australie, avec juste une petite fenêtre pour les Français à Djibouti, une île à Madagascar. Les Italiens en Éthiopie, on ne les a pas tolérés. L'Indochine française est un petit peu à l'arrière, et alors on permettait aux Néerlandais de contrôler Java et Sumatra. Mais en réalité, l'océan Indien était un lac britannique et aujourd'hui certains stratégistes américains parlent de réunifier les Monsoon Lands, c'est-à-dire les pays de la mousson. Et ça, c'est toute la stratégie de l'océan Indien. Mais l'océan Indien est certainement l'enjeu de tous les conflits que j'ai cités. Il y a de toutes les façons une volonté d'empêcher l'Europe d'accéder à l'océan Indien et certainement de relier l'Arctique à l'océan Indien, qui est un autre projet en train d'être concocté en Inde, en Iran et en Russie, où évidemment l'Europe a tout intérêt à ce qu'il se réalise. Et je vous remercie pour aujourd'hui, j'espère vous donner rendez-vous très bientôt. Bonne journée, bonne semaine.